Chapitre 3, 60, paragraphe 60. Ayant donc montré à partir des paroles d'Aristote et de ceux qui l'ont suivi que l'intellect était une puissance de l'âme qui est formée d'un corps, bien que la puissance même qu'est l'intellect ne soit pas l'acte d'un organe quelconque, car rien de son opération ne communique avec l'opération corporelle. Comme le dit Aristote, il faut chercher par le raisonnement quelle thèse soutenir à ce propos. Et puisque selon la doctrine d'Aristote, il importe d'examiner les principes des actes à partir des actes mêmes, il semble qu'il faille d'abord examiner l'intellect à partir de son acte propre qui est la pensée. Sur ce point, nous ne pouvons trouver raisonnement plus solide que celui que tient Aristote, qui argumente ainsi. L'âme est, à titre premier, ce par quoi nous vivons et pensons. C'est donc une certaine notion et forme d'un corps. Et il est tellement attaché à cet argument qu'il le qualifie de démonstration. De fait, au début du chapitre, il dit non seulement la formule exprimant la définition doit montrer ce qui est, comme la plupart des termes le font, mais elle doit encore contenir la cause et la démontrer. Et il donne un exemple, comme on démontre ce qu'est le tétragonisme, c'est-à-dire la quadrature par la découverte d'une ligne moyenne proportionnelle. Paragraphe 61. La force de cette démonstration et son caractère contraignant se révèlent dans le fait que tous ceux qui veulent s'écarter de cette voie aboutissent nécessairement à quelque chose d'inacceptable. Il est en effet manifeste que cet homme singulier s'y pense. Nous ne chercherions jamais à savoir ce qu'est l'intellect si nous ne le pensions pas, et en posant la question de savoir ce qu'est l'intellect, nous ne nous enquérons pas d'un autre principe que celui-là, même par lequel nous pensons. C'est bien pourquoi Aristote dit « j'entends par intellect ce par quoi l'âme pense ». Or, sa conclusion est que s'il y a un principe premier par lequel nous pensons, il faut que ce principe soit forme du corps, puisqu'il a déjà clairement indiqué que ce par moi quelque chose opère en premier lieu, c'est sa forme. Et c'est prouvé par le raisonnement, toute chose agit pour autant qu'elle est en acte. Or, toute chose est en acte par une forme. Donc, nécessairement, ce par quoi quelque chose agit en premier lieu, c'est sa forme. Paragraphe 62. Mais si tu dis que le principe de cet acte, qu'est la pensée, principe que nous appelons intellect, n'est pas forme du corps, il va te falloir trouver la manière dont l'action de ce principe peut être aussi l'action de cet homme-ci ou de cet homme-là. Le paragraphe 62 commence la destruction de la thèse jugée par Thomas anti-aristotélicienne, soutenant que le principe de l'acte de pensée, ce qu'on appelle l'intellect, n'est pas forme du corps. Quelle que soit sa thèse, l'adversaire doit être capable d'expliquer en quoi l'acte ou l'activité de ce principe peut être référé à un homme individuel. Thomas laisse entendre qu'il y a bien des options possibles. L'avéroïsme n'est que l'une d'entre elles. La suite et la fin du paragraphe sont consacrées à la description des principaux aspects de la solution avéroïste, la séparation réelle de l'intellect possible et de l'âme humaine. L'intellect possible est à la fois le principe de la pensée et une substance séparée. La pensée, autrement dit l'acte de l'intellect possible, est en quelque sorte appropriée par l'homme, grâce à un processus appelé copulation ou conjunctio. Le problème est d'expliquer ce qui assure la continuité ou continuation de la pensée de l'intellect possible à l'âme humaine, malgré leur discontinuité. La réponse d'Averroès est que l'acte de l'intellect possible, autrement dit la pensée, autrement dit encore l'espèce intelligible en acte, a deux sujets, l'intellect possible lui-même et les images ou phantasmata contenues dans l'âme humaine. C'est cette coprésence de l'espèce ou forme intelligible, ou deux sujets distincts qui assurent la continuité ou le couplage des deux instances, où s'effectue l'acte duel, qu'est la pensée. Il y a pensée humaine certaines fois qu'il y a pensée tout court. C'est là la difficulté centrale de la noétique avéroïste. Le paragraphe 62 explique comment, pour la résoudre, Averroès s'engage dans une analyse qui aboutit à destituer l'homme individuel de la pensée, autrement dit à soutenir que dans la rigueur des termes, ce n'est pas l'homme qui pense, mais la pensée qui arrive jusqu'à lui, chaque fois qu'une forme intelligible se trouve à la fois dans l'intellect possible et dans une âme humaine, quand il y a continuité formelle de l'intellect possible à l'âme, par le canal de ses représentations. Or, là, certains auteurs ont des avis bien différents. Averroès est l'un d'entre eux. Il soutient que ce principe de la pensée qu'on appelle intellect possible n'est ni une âme ni une partie d'âme, sinon à un sens homonyme, et que c'est plutôt une certaine substance séparée.
Et il dit que la pensée de cette substance séparée devient mienne ou tienne quand l'intellect possible est couplé avec moi ou avec toi grâce aux images qui se trouvent en moi ou en toi. Et il dit que cela se passe ainsi. L'espèce intelligible qui fait un avec l'intellect possible étant sa forme et son acte à deux sujets. L'un c'est les images elles-mêmes, l'autre l'intellect possible. L'argument d'Averroès est simple. La forme ou espèce intelligible qui informe l'intellect possible est à la fois fondée en lui et dans ma représentation. Elle a deux sujets d'inhérence. Cette double appartenance assure l'union de l'intellect possible avec l'âme humaine. L'intellect vient jusqu'à nous par sa forme, l'espèce intelligible qui est en même temps fondée dans ma représentation. Le contact de l'intellect et de l'âme humaine ne pouvant se faire sans la représentation. Averroès n'a aucune peine à accepter la thèse d'Aristote selon laquelle il n'y a pas de pensée sans image. C'est la base même de son système. Ainsi donc, c'est par sa forme que l'intellect possible entre en contact avec nous, par l'intermédiaire des images. Et c'est pourquoi au moment où l'intellect possible pense, cet homme-ci, lui aussi pense. Paragraphe 63. Il y a trois preuves évidentes que cette thèse est nulle et non avenue. Le paragraphe 63 présente la première des trois réfutations de la thèse d'Averroès. Le couplage de l'intellect avec l'homme est, si l'on ose dire, ontogénétique et phylogénétique. Il concerne l'homme en général et chaque homme en particulier dès le premier instant de sa génération. La forme humaine à laquelle s'arrête le biologiste, ce qui assure la permanence et la fixité de l'espèce humaine en présidant à la génération étant l'intellect. Il faut que l'intellect soit couplé à l'homme dans le principe même de son engendrement biologique. Dans la théorie d'Averroès, l'intellect n'est pas couplé à l'homme génétiquement, mais cognitivement. Il ne s'unit donc à lui qu'occasionnellement dans le cours limité d'un processus cognitif réduit à un empirisme radical. Le couplage de l'intellect séparé et de l'âme n'a lieu que s'il y a sensation. L'argument thomiste, censé faire apparaître l'absurdité de la thèse d'Averroès, confirme malgré lui un de ses aspects authentiquement aristotéliciens, l'ancrage des processus cognitifs intellectuels dans la connaissance sensible. Le nerf de la preuve est que si le couplage de l'intellect possible à l'âme humaine suppose l'entremise des images contenues dans l'âme, il réclame par là même une sensation. L'imagination est un mouvement de l'âme, déclenché par l'activité sensitive. Imputer à la sensation le couplage de l'intellect possible et de l'âme est donc, aux yeux de Thomas, la première grande absurdité de la thèse d'Averroès. Premièrement, parce que si tout se passait ainsi, la mise en contact de l'intellect avec l'homme n'aurait pas lieu dès le premier moment de la génération, comme le dit Théophraste et comme le laisse entendre Aristote dans le livre 2 des Physiques, quand il dit que le terme de l'étude physique des formes est la forme grâce à laquelle l'homme est engendré par l'homme et par le soleil. Or, il est manifeste que ce terme de l'étude physique est l'intellect, mais selon ce que dit Averroès, l'intellect n'entrerait pas en contact avec l'homme dès sa génération, mais seulement par l'opération du sens, chaque fois que l'homme aurait une sensation actuelle. L'imagination étant en effet un mouvement provoqué par la sensation en acte, comme le dit le livre de l'âme. Paragraphe 64. Deuxièmement, parce que cette jonction ne se réaliserait pas grâce à quelque chose d'un, mais à travers des choses complètement disparates. Le paragraphe 64 aborde la deuxième absurdité dans le système d'Averroès. L'espèce intelligible ne peut être forme ou acte de l'intellect possible qu'à condition d'être séparée, abstraite, des images. Tant qu'elle est enveloppée dans une image, la spéciès reste en effet en puissance. Selon Thomas, il est clair que l'avéroïste ne peut sans contradiction faire de l'espèce le vecteur de la jonction de l'âme avec l'intellect séparé. Pour actuer l'intellect possible, la forme intelligible doit être coupée de l'âme humaine et des images qu'elle contient. Inversement, pour être dans l'âme humaine, elle doit être en puissance dans les images psychiques, c'est-à-dire coupée de l'intellect possible. Comme Thomas ne cesse de le répéter dans la suite, le système d'Averroès ne peut expliquer que l'homme pense, mais seulement qu'il y a en lui des pensées. À l'évidence, en effet, tant qu'elle est contenue dans les images, l'espèce intelligible reste pensée en puissance. Dans l'intellect possible, en revanche, son être est celui d'une pensée en acte, abstraite des images. Si donc l'espèce intelligible n'est forme de l'intellect possible qu'en étant abstraite des images, ce n'est pas par l'espèce intelligible que l'intellect possible va entrer en contact avec les images. Au contraire, c'est plutôt elle qui l'en séparera. La pointe de l'argument de Thomas est que ce qui est censé assurer l'union aux yeux d'Averroès est en réalité facteur de désunion.
Si l'espèce intelligible est forme de l'intellect possible dans la mesure où elle est abstraite, c'est-à-dire extraite, et donc séparée des images, elle ne peut constituer un trait d'union entre l'intellect et les images. Étant séparée de celle-ci, elle ne peut les rattacher à celui-là. À moins peut-être qu'on ne dise que l'intellect possible est au contact des images, comme le miroir est au contact de l'homme, dont l'espèce se reflète en lui. Mais il est manifeste qu'un tel contact ne suffit pas à la prolongation de l'acte. Il est clair en effet que l'action du miroir, qui est de représenter, ne peut être attribuée à l'homme sous prétexte qu'il y a entre eux ce contact. De même, l'action de l'intellect possible ne peut, sous prétexte qu'il y a ce couplage, être attribuée à cet homme-ci, qu'est Socrate, en sorte qu'on puisse vraiment dire que cet homme-ci pense. 65. Troisièmement, parce que supposer qu'une seule espèce numériquement identique soit et forme de l'intellect possible et simultanément contenue dans les images, ce type de couplage ne suffirait encore pas pour que cet homme-ci pense. Le paragraphe 65 développe la critique esquissée au précédent avec l'argument du miroir. L'idée d'une pensée en exclusion interne à son sujet est donc reprise à l'aide d'un exemple moins complexe, fondé sur un parallèle entre deux séries de termes. Petit a, l'intellect possible, l'espèce intelligible et l'image, l'homme. Petit b, la vue, l'espèce sensible, la couleur, le mur. Pour Thomas, la relation de l'intellect possible à l'homme est la même que celle de la vue à un mur. Le mur contient des couleurs comme l'âme humaine contient des images. C'est la vue qui contient les espèces sensibles des couleurs, c'est l'intellect possible qui contient les espèces intelligibles des images. Donc, de même que c'est la vue qui perçoit les espèces sensibles, c'est l'intellect possible qui perçoit les espèces intelligibles. Ce qui revient à nouveau à dire que dans le système avéroïste, le seul sujet pensant est bien l'intellect possible. L'homme individuel ne pense pas. Ces images sont comme les couleurs du mur, elles sont l'objet d'une action qui s'accomplit à l'extérieur. L'homme ne pense pas plus ces images que le mur ne voit ces couleurs. Celui qui pense les espèces et celui qui a les images sont aussi radicalement distincts que ceux qui contient les couleurs et ceux qui en perçoivent les espèces. Il est en effet clair que quelque chose est pensé par l'espèce intelligible, alors que quelque chose pense par la puissance intellective, de même que quelque chose est senti par l'espèce sensible, alors que quelque chose sent par la puissance sensitive. C'est pourquoi le mur dans lequel se trouve la couleur, dont l'espèce sensible en acte est dans la vue, est quelque chose de vu, non quelque chose qui voit. Ce qui voit, c'est l'animal doté de la faculté de vision, où se trouve l'espèce sensible. Or, le couplage de l'intellect possible et de l'homme en qui sont les images, dont les espèces sont dans l'intellect possible, est comme le couplage du mur dans lequel est la couleur, et de la vue dans laquelle est l'espèce de sa couleur. Si donc il y avait ce couplage, de même que le mur ne voit pas, mais que sa couleur est vue, il en résulterait que l'homme ne penserait pas, mais que ces images seraient pensées par l'intellect possible. Il est donc bien impossible de sauver la thèse que cet homme-ci pense si l'on adopte la position d'Averroès. 66. Comprenant que selon la voie d'Averroès, il était impossible de soutenir que cet homme-ci pense, certains se sont engagés dans une autre voie. Ils disent que l'intellect est uni au corps comme un moteur. Donc l'intellect appartient à cet homme-ci dans la mesure où l'intellect et le corps ont une unité qui est celle d'un moteur ou d'un mu. C'est pourquoi l'opération de l'intellect est attribuée à cet homme-ci, au sens précis où l'opération de l'œil, qui est le de voir, est aussi attribuée à l'homme. Mais il faut demander d'entrée à qui soutient cette thèse. Et ce qu'est exactement cet homme singulier, appelons-le Socrate. Socrate est-il seulement intellect, c'est-à-dire le moteur lui-même? Est-il plutôt ce qui est mu par l'intellect, c'est-à-dire un corps animé par une âme végétative et sensitive? Ou bien est-il composé des deux, pour ce qui semble ressortir de sa position? Notre auteur choisira la troisième hypothèse, savoir que Socrate est un composé des deux. 67. Procédons donc contre lui et ses semblables en reprenant l'argument d'Aristote dans le livre 8 de la métaphysique. Qu'est-ce donc qui fait l'unité de l'homme? Pour ce qui a plusieurs parties et dont la totalité n'est pas comme un simple entassement, mais dont le tout est quelque chose en dehors des parties, il y a une cause au fait d'être un. Par exemple, pour certains c'est le contact, pour d'autres la viscosité ou quelque autre chose de ce genre. Mais il est notoire que s'il y a de telles transformations, selon les définitions et les déclarations habituelles de ces philosophes, il ne sera pas possible d'élucider et de résoudre cette difficulté. Mais s'il en est, comme nous le disons, d'une part la matière, de l'autre la forme, d'une part l'être en puissance, de l'autre l'être en acte, il semble bien que le doute ne pourra subsister.
Ainsi donc, 68, si tu dis que Socrate n'est pas quelque chose d'un au sens absolu, mais quelque chose d'un par agrégation d'un moteur et d'un mu, il en résultera de nombreux inconvénients. Premièrement, parce que comme toute chose est indissolublement une et être, il s'ensuit que s'il n'est qu'un agrégat, Socrate ne sera pas un être, qu'il n'appartiendra à aucune espèce ni à aucun genre, et qu'en outre, il sera incapable de toute action, puisque seul un être a une action. D'où, comme nous ne disons pas que la pensée du pilote soit la pensée du tout constituée par le pilote et par le navire, mais bien seulement celle du pilote. De même, la pensée de Socrate ne sera pas l'acte de Socrate, mais seulement l'acte de l'intellect, utilisant le corps de Socrate. En effet, c'est seulement dans un tout qui est une vraie unité et un vrai être que l'action de la partie est aussi l'action du tout. Et si quelqu'un s'exprime autrement, il s'exprime improprement. Et si tu rétorques que le type de pensée que tu attribues à Socrate est celui qui permet au ciel de penser par la pensée de son moteur, tu supposes le plus difficile pour justifier le plus facile, car le rôle de l'intellect humain est de nous servir d'intermédiaire pour arriver à la connaissance des intellects supérieurs et non l'inverse. 69. Si l'on dit au contraire que l'individu Socrate n'est qu'un corps animé par une âme végétative et sensitive, comme cela semble inévitable à ceux qui soutiennent que cet homme-ci n'est pas spécifiquement constitué par l'intellect, mais par l'âme sensitive, en oubli par un certain rayonnement ou couplage de l'intellect possible, il en résulte que l'intellect ne se rapporte à Socrate que comme le moteur au mu. Mais dès lors, l'action de l'intellect, qui est de penser, ne peut plus être en rien attribuée à Socrate. Cette conséquence se montre de plusieurs façons. 70. Premièrement, par ce que dit Aristote dans le livre 9 de la métaphysique, là où quelque chose de distinct est produit en dehors de l'exercice, l'acte est dans ce qui est fait, comme l'action de bâtir est dans ce qui est bâti, l'action de tisser dans ce qui est tissé, et il en va de même pour tout le reste. Le mouvement est tout entier dans le mu. En revanche, là où il n'y a aucune œuvre en dehors de l'action existe dans ce qui agit. C'est ainsi que la vision est dans celui qui voit et la contemplation dans celui qui contemple. Ainsi donc, même si l'on pose que l'intellect est uni à Socrate comme moteur, rien ne contribue pour autant à ce que la pensée soit en Socrate, ni à ce que Socrate lui-même pense, puisque la pensée est une action dont le seul siège est l'intellect. D'où résulte clairement la fausseté de leur autre thèse affirmant que ce n'est pas l'intellect qui est l'acte du corps, mais la pensée elle-même. En effet, la pensée ne saurait être l'acte d'une chose dont l'intellect ne serait pas l'acte, puisque la pensée n'est que dans l'intellect, comme la vision n'est que dans la vue. C'est pourquoi la vision non plus ne peut être l'acte de quelque chose, si ce n'est de ce dont la vue est l'acte. 71. Deuxièmement, parce que l'action propre du moteur ne s'attribue pas à l'instrument ou au mu. Au contraire, c'est plutôt l'action de l'instrument qui s'attribue au moteur principal. De fait, on ne peut dire que la scie dispose de l'artisan, mais on peut dire que l'artisan coupe, alors que c'est l'œuvre de la scie. Or, l'opération propre de l'intellect est la pensée, d'où, même si l'on supposait que la pensée fût une action s'exerçant en autre chose, comme l'impulsion motrice, il n'en découlerait pas que la pensée reviendrait à Socrate si l'intellect lui était seulement uni comme moteur. 72. Troisièmement, parce que chez les êtres dont les actions s'exercent en d'autres que l'action du moteur, et s'exerce en d'autres que, l'action du moteur et celle du mu s'attribuent sur un mode opposé. Dans une construction, par exemple, on dit que le bâtisseur bâtit et que le bâtiment est bâti. Si donc la pensée était une action s'exerçant en autre chose, comme l'impulsion motrice, on ne pourrait de nouveau pas dire que Socrate pense du fait que l'intellect, lui, est uni comme moteur. Ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est que l'intellect pense et que Socrate est pensé, de l'accent aigu. Ou bien encore, peut-être qu'en pensant, l'intellect meut Socrate et que Socrate est mu. 73. Cependant, il arrive parfois que l'action du moteur se transfère dans la chose mue, par exemple quand ce qui est mu meut à son tour du fait qu'il est mu, ou quand ce qui est chauffé chauffe à son tour. On pourrait donc être tenté de dire que ce qui est mu par l'intellect, qui, en pensant meut, pense lui-même du simple fait qu'il est mu. Mais Aristote s'oppose à cette thèse dans le livre 2 de l'âme, auquel nous empruntons le principe de cet argument. En effet, quand il dit que ce par quoi nous connaissons et sommes en bonne santé, c'est à titre premier la forme, à savoir la science et la santé, il ajoute, car il semble que ce soit dans le patient et ce qui est disposé que réside l'acte des actifs. Ce que Thémistius explique ainsi,
car même si parfois la science et la santé sont par d'autres, par exemple par l'enseignant et le médecin, nous avons montré auparavant dans les choses de la nature que c'est dans le patient et le disposé que réside l'acte de ce qui les réalise. Ce que veut dire Aristote, et c'est évidemment vrai, c'est donc que quand ce qui est mu meut à son tour et à l'action du moteur, il faut qu'il ait en lui, du fait du moteur, un certain acte, grâce auquel il possède aussi l'action correspondante. Et c'est là le principe premier par quoi il agit. Et c'est son acte et sa forme. De même, si quelque chose est chauffé, il peut chauffer à son tour par la chaleur qui est en lui, et qui lui vient de ce qui le chauffe. Accordons donc que l'intellect meuve l'âme de Socrate, soit en l'illuminant, soit d'une manière quelconque. Ce qui reste de l'impression produite par l'intellect en Socrate est le principe premier par quoi Socrate pense. Or, ce par quoi, à titre premier, Socrate pense, tout comme le sens sent, Aristote a prouvé que c'était en puissance toute chose, et par là que cela n'avait pas de nature déterminée, sinon celle d'être possible. Et il a prouvé par conséquent que ce n'était pas mêlé au corps, mais séparé. Supposez donc qu'il y ait un certain intellect séparé et mouvant Socrate. Il faudra toujours que cet intellect, possible dont parle Aristote, soit dans l'âme de Socrate, tout comme le sens qui est en puissance par rapport à tous les sensibles, et grâce auquel Socrate sent. 74. Maintenant, si l'on dit que l'individu Socrate n'est ni quelque chose de composé de l'intellect et d'un corps animé, ni seulement un corps animé, mais qu'il est seulement intellect, cela revient à l'opinion de Platon qui, comme le rapporte Grégoire de Nice, face à cette difficulté, nie que l'homme soit fait d'une âme et d'un corps et soutient qu'il est une âme, se servant d'un corps et comme revêtu d'un corps. Mais Plotin, lui aussi, comme le rapporte Macrobe, assure que c'est l'âme elle-même qui est l'homme. Il dit ce qui paraît à l'extérieur n'est pas l'homme véritable lui-même. L'homme véritable est celui par qui est régi l'homme qui paraît à l'extérieur. Ainsi, quant à la mort, l'animation disparaît de l'animal. Le corps, veuf de son régent, périt, et c'est cela qu'on voit paraître dans l'homme mortel. L'âme, en revanche, qui est l'homme véritable, est étrangère à tout caractère de mortalité. Or, ce Plotin, assurément l'un d'entre les grands, compte aussi parmi les commentateurs d'Aristote, comme le rapporte Simplicius dans son commentaire des catégories, et de fait cette doctrine ne semble pas vraiment étrangère aux thèses d'Aristote. Il dit en effet dans le livre 9 des Éthiques que c'est d'un homme bon de travailler au bien et en vue de lui-même, car c'est en vue de la partie intellective qui semble être ce qu'est tout un chacun. Mais cela en vérité Aristote ne le dit pas parce que l'homme est seulement intellect, mais parce que l'intellect est ce qu'il y a de principal en l'homme. C'est pourquoi la suite du texte dit que de même que la cité semble s'identifier avec ce qui tient en elle le rang principal, et qu'il en va de même dans toute autre constitution, de même c'est pareil pour l'homme. C'est pourquoi aussi il ajoute que tout homme est soit cela, c'est-à-dire intellect, soit principalement cela. Et c'est en ce sens que je pense que Thémistius, dans les paroles susdites, et Plotin, dans celles que l'on vient de citer, ont dit que l'homme était âme ou intellect. 75. Qu'en effet l'homme ne soit pas seulement intellect ou seulement âme, cela se prouve de plusieurs façons. Premièrement par Grégoire de Nice lui-même, qui, une fois introduite l'opinion de Platon, précise « Ce texte a quelque chose de difficile ou d'inextricable. Comment en effet l'âme peut-elle ne faire qu'un avec son vêtement? La tunique et celui qui la porte ne font pas qu'un. » Deuxièmement, parce que dans le livre 7 de la métaphysique, Aristote prouve que l'homme et le cheval et les autres universaux ne sont pas seulement des formes, mais de tout composé d'une matière et d'une forme prise universellement, alors que le singulier, lui, résulte de la matière dernière particulière, comme Socrate, qui existe sitôt après elle, et de même pour les autres singuliers. Et cela, il a prouvé par le fait qu'aucune partie du corps ne peut être définie sans une partie de l'âme, et que si l'âme disparaît, ni l'œil ni la chair ne se disent plus qu'en un sens homonyme, ce qui ne serait pas le cas si l'homme ou Socrate était seulement intellect ou âme. Troisièmement, car il s'ensuivrait que puisque l'intellect ne meut que par l'entremise de la volonté, comme cela est prouvé dans le livre 3 de l'âme, il appartiendrait aux choses assujetties à la volonté de l'homme de garder son corps quand il le voudrait et de le déposer quand il le voudrait, ce qui est manifestement faux. 76. Ainsi, il est bien clair que l'intellect n'est pas seulement uni à Socrate comme un moteur, et que même si c'était le cas, rien ne contribuerait pour autant à ce que Socrate pense. Ceux par conséquent qui veulent défendre cette position doivent soit confesser qu'ils ne comprennent rien et qu'ils ne sont pas dignes que l'on dispute avec eux, soit confesser ce qu'Aristote conclut. Ce par quoi nous pensons à titre premier est espèce et forme. 77.
on peut arriver à la même conclusion en partant du fait que l'homme individuel se situe dans une espèce. Or, chacun se voit assortir une espèce en fonction de sa forme. Par conséquent, ce par quoi cet homme-ci se voit assortir une espèce est la forme. Or, chacun se voit assortir une espèce en fonction du principe de l'opération propre à cette espèce. Mais l'opération propre de l'homme en tant qu'il est homme est de penser. C'est par cela en effet qu'il diffère des autres animaux, et c'est pourquoi Aristote place l'ultime félicité dans cette opération. Or, le principe par lequel nous pensons est l'intellect, comme le dit Aristote. Il importe donc qu'il soit uni au corps comme une forme, non certes de manière telle que la puissance intellective elle-même soit l'acte d'un organe quelconque, mais parce que c'est une faculté de l'âme qui est l'acte d'un corps naturel organisé. 78. En outre, selon la position des avéroïstes, les principes de la philosophie morale sont détruits. En effet, ce qui est en nous nous est retiré. De fait, rien n'est en nous que par notre volonté. De là vient qu'on appelle volontaire cela même qui est en nous. Or, la volonté a son assise en l'intellect. Cela résulte clairement de ce que dit Aristote dans le livre 3 de l'âme, et du fait que dans les substances séparées, il y a intellect et volonté. Et cela se voit aussi au fait qu'il nous arrive par la volonté d'aimer ou de haïr quelque chose en général. C'est ainsi que nous haïssons le genre même des voleurs, comme le dit Aristote dans sa rhétorique. Si donc l'intellect ne fait pas partie de cet homme-ci, au point de ne faire véritablement qu'un avec lui, si au contraire il lui est seulement uni par les images ou comme moteur, la volonté n'aura pas son siège dans cet homme-ci, mais dans l'intellect séparé. Et ainsi cet homme-ci ne sera pas maître de ses actes, et aucun de ses actes ne sera plus ni louable ni condamnable, ce qui est jeter à bas les principes mêmes de la philosophie morale. Puis donc que cela est absurde et contraire à toute vie humaine dans cette perspective. En effet, il ne serait plus nécessaire ni d'ériger des préceptes, ni de respecter des lois. Il faut en déduire que l'intellect nous est uni d'une manière telle que son union avec nous donne naissance à quelque chose d'un. Or, cela ne peut véritablement se faire que de la manière qu'on a dite. Il faut que cet intellect soit une puissance de l'âme qui nous est unie comme forme. On doit donc soutenir cette thèse sans hésiter le moins du monde, non pas en vertu d'une révélation faite à la foi, comme le prétendent les avéroïstes, mais parce que rejeter cela, c'est lutter contre l'évidence manifeste. 79. Les arguments qu'ils allèguent contre nous ne sont pas difficiles à résoudre. Ils disent en effet que notre position conduit à faire de l'intellect une forme matérielle, à soutenir que celle-ci n'est pas dénuée de toutes les natures des choses sensibles, et à considérer par conséquent que tout ce qui est reçu dans l'intellect, il est reçu comme dans une matière, individuellement et non pas universellement. En outre, si l'intellect est une forme matérielle, elle n'est pas pensée en acte. Ainsi, l'intellect ne peut jamais se penser lui-même, ce qui est manifestement faux. Or, aucune forme matérielle n'est pensée en acte, mais seulement en puissance. Elle ne devient pensée en acte que par abstraction. 80. La réponse à ces arguments découle de ce qu'on a dit plus haut. Nous ne soutenons pas en effet que l'âme humaine est la forme du corps selon la puissance intellective, qui, d'après la doctrine d'Aristote, n'est l'acte d'aucun organe. Il reste donc bien aussi pour nous que l'âme, du point de vue de la puissance intellective, est immatérielle, qu'elle reçoit immatériellement et qu'elle se pense elle-même. Et il est bien significatif qu'Aristote dise que l'âme est le lieu des espèces, non pas elle tout entière, mais l'intellect. 81. Si l'on objecte à cela qu'une puissance de l'âme ne peut être ni plus immatérielle ni plus simple que son essence, je réponds que le raisonnement serait impeccable si l'essence de l'âme humaine était forme d'une matière, en n'étant pas en fonction de son propre être, mais seulement grâce à l'être du composé, comme c'est le cas des autres formes, qui en elles-mêmes n'ont ni être ni opération, sans communiquer avec la matière, ce pourquoi d'ailleurs on dit qu'elles sont immergées dans la matière. Mais puisque l'âme humaine est selon son propre être et que d'une certaine manière c'est la matière qui communique avec elle sans pouvoir la comprendre en totalité, la dignité de cette forme étant supérieure à la capacité de la matière, rien n'empêche que l'âme ait une certaine opération ou faculté inaccessible à la matière. 82. Enfin, que celui qui soutient cette position avéroïste considère que si le principe intellectif par lequel nous pensons être séparés selon l'être est distinct de l'âme, qui est forme de notre corps, il serait par lui-même toujours à la fois pensant et pensé. Et il ne lui arriverait pas tantôt de penser et tantôt non. Il n'aurait pas non plus besoin de se connaître grâce à des intelligibles et par un acte. Il le ferait par son essence, comme les autres substances séparées. Et il ne lui serait pas non plus indispensable pour penser de recourir à nos images. De fait, il n'est pas dans l'ordre des choses que pour arriver à leur perfection principale, les substances supérieures aient besoin des substances inférieures.
pas plus que les corps célestes ne sont formés ou actualisés dans leurs opérations en vertu des corps inférieurs. La thèse affirmant que l'intellect est un certain principe séparé selon sa substance et que pourtant il est actualisé et rendu pensant en acte par des espèces reçues des images, et donc d'une grande improbabilité.